Merci d'être avec nous en début d'après-midi là pour une conférence à nouveau sur l'IA et la sécurité. Donc je pense qu'à moins d'avoir été au fond d'une grotte les 2 dernières années, vous avez entendu parler d'IA tous les jours à peu près. Et en tant que RSSI, en tant qu'analyste sécurité, responsable de la conformité, DPO, vous devez avoir dans vos organisations tous les jours des questions sur l'IA, quels sont les risques, quelle gouvernance mettre en place pour justement faire face à ces risques, quelles sont les menaces, comment la menace va évoluer avec l'IA, comment prendre en compte l'IA dans une stratégie de cybersécurité. Et voilà, c'est quelques-unes de ces questions dont on va essayer de parler aujourd'hui. Moi, je suis Thibaut, je travaille dans les équipes du RSSI de Google Cloud depuis un peu plus de 2 ans et demi. Et je serai cet après-midi avec David, qu'on ne présente plus, mais qui est notre CTO pour l'Europe du Sud, pour tous nos produits de sécurité. Donc voilà, on va vous expliquer un petit peu notre vision de qu'est-ce qu'on a vu et comment la menace a évolué par l'IA. Également vous expliquer de l'autre côté comment on peut aider les équipes, les analystes de sécurité, les équipes de défense grâce à l'intelligence artificielle. Et enfin, on verra un petit peu quels sont les nouveaux cadres réglementaires, quels sont les nouveaux cadres de sécurité pour encadrer un petit peu toutes ces technologies. Merci Thibaut et bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais commencer par 2 petites parties sur d'abord le côté positif de l'IA, parce que j'ai l'impression quand on est un petit peu dans toutes les coursives et quand on travaille dans le monde de la cyber qu'on est très souvent sur le côté négatif et sur tout ce que ça peut apporter aux attaquants. On va en parler un petit peu après, mais dans notre quotidien chez Google, on travaille aussi beaucoup avec nos clients sur le côté positif. Qu'est-ce que l'IA peut apporter d'un point de vue défense, et notamment pour les SOC ou les CERT. On est intimement convaincu qu'aujourd'hui, l'outillage à travers l'IA est un avantage majeur et que l'on doit, entre guillemets, sauter dans le train et être capable de gérer ça et de le prendre comme un vrai avantage. Donc ce que je vais parcourir dans les quelques minutes qui viennent, c'est quelques cas d'usage qu'on a déjà imaginé et qu'on a déjà vu sur le terrain en termes d'avantages pour les équipes techniques de défense. Et ensuite, je basculerai bien évidemment sur comment les attaquants, eux aussi, de leur côté, regardent l'IA, et je redonnerai la main à Thibaut sur une partie d'accompagnement de régulation, sur comment on peut accompagner l'utilisation de l'IA dans les bonnes pratiques et les bonnes manières, et Thibaut reviendra là-dessus. Alors d'un point de vue défenseur, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis vraiment un fervent supporter de me dire l'IA va nous apporter beaucoup de valeur. Et on a déjà des use cases ou des cas d'usage, si je l'utilise en bon français, que l'on a déjà mis en place, que l'on a déjà opéré, que l'on a déjà observé pendant nos travaux du quotidien. Donc vous avez derrière moi et devant vous un exemple que l'on a publié déjà dans certains billets de blog avec nos équipes de consulting qui sont appelées à mener des investigations numériques un peu partout sur la planète. Aujourd'hui, on utilise et je dirais, met en place de plus en plus de schémas d'utilisation sur la capacité d'analyser des scripts et de nous accompagner dans la vitesse d'analyse. On est persuadé, et on le voit très bien, et on a ici un exemple sur quelque chose qu'on voit pas trop à l'écran en termes de capture au vu de la taille de l'écran, mais sur l'interprétation de scripts, l'interprétation technique, aujourd'hui peut être accompagnée par de la generative AI qui peut nous aider à aller beaucoup plus vite dans l'investigation et donc gagner du temps en investigation. On a dans le cadre ici des consultants mendiants qui ont mené une investigation sur lesquels on a découvert différents types de scripts PowerShell qui avaient du chiffrement embarqué ou de l'obfuscation. Et la GenAI nous a permis d'aller traduire ou d'évaluer ces scripts de manière extrêmement rapide, à l'échelle et de manière répétitive. Donc c'est un exemple de cas d'usage qui nous paraît intéressant. Le deuxième cas d'usage que l'on développe de manière assez significative, que ce soit d'un point de vue unitaire ou d'un point de vue beaucoup plus industrialisé à travers les technologies, c'est l'accompagnement à la prise en main technologique et au développement du code. On reste persuadé que le développement et la réflexion autour du développement a toujours besoin d'un rapport intellectuel humain dans la conception. Néanmoins, il y a des tâches rébarbatives qui peuvent être automatisées et sur lesquelles on peut gagner un temps énorme en utilisant de la generative AI. Vous avez ici un exemple sur des règles Yara
donc de détection de code malveillant, qui ont été générés automatiquement à travers différents larges langages modèles qu'on a utilisés. Et aujourd'hui, cette utilisation ou ces utilisations, on les a sur des points spécifiques pendant des investigations et on les incorpore de plus en plus dans les technologies et les plateformes technologiques pour accompagner nos clients à l'utilisation et à l'usage des technologies à travers la GenAI. Un dernier exemple qui est plutôt proche de mes origines, on va dire intellectuelles d'un point de vue quotidien, c'est sur la threat intel, donc le renseignement cyber. Aujourd'hui, il y a énormément de contenu, que ce soit en OSINT, donc en source ouverte, ou en source fermée. Un des challenges pour l'ensemble de l'industrie, c'est vraiment d'être capable d'agréger les informations. Souvent, on utilise le terme de fusing ou d'agrégation selon les types de CERT et de CICERT. Et on a de la même manière développé un certain nombre de compétences et de capacités sur l'utilisation du langage en mode conversationnel pour interroger, agréger et fusionner de l'information à l'échelle de manière extrêmement rapide. Donc encore une fois, c'est un cas d'usage qui nous paraît intéressant et que l'on implémente dans pas mal de plateformes technologiques, que ce soit nos plateformes de threat intel, nos plateformes de security operation, sur lesquelles on vient implémenter l'ensemble de ces capacités de GenAI. Pour résumer, on peut imaginer aujourd'hui trois grands, je dirais, axes d'usage de la GenAI. Le premier qui est l'utilisation de ce que les Américains appellent la sumérisation, donc la capacité d'agréger des informations et de les remettre à disposition d'un public. Ce que je viens de vous présenter sur la partie threat intel, on peut très bien l'imaginer sur plein d'autres cas d'usage à l'intérieur d'un SOC, à l'intérieur d'un CERT. Donc c'est vraiment un des cas d'usage importants. On travaille énormément aujourd'hui sur l'accompagnement à l'investigation. Comment la Generative AI peut accompagner à la prise de décision, au choix ou à l'orientation d'une investigation pour gagner en temps, pour accélérer le temps de traitement et réduire, si vous avez déjà lu des rapports mendiants dans votre vie, le fameux dwell time, le temps de présence de l'attaquant sur un réseau entre le moment où on le détecte et le moment où on le sort du réseau. Et ça, on pense que c'est vraiment un élément majeur. Et enfin, les actions après une détection ou pendant une détection, être capable d'automatiser un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, il y a pas mal d'actions sur lesquelles on développe ou vous développez au quotidien des playbooks ou des fiches réflexes de prise de décision. Et là, on pense aussi que la GenAI peut apporter une grande valeur. Donc déjà, premièrement, et c'est vraiment le début, je dirais, de ce talk, c'est de dire il y a beaucoup de choses positives. On peut travailler ensemble pour utiliser et mettre en place la bonne utilisation de la GenAI dans les plateformes technologiques ou dans des usages beaucoup plus unitaires. Et ça, on pense que ça va être un avantage pour la défense. Bien évidemment, on n'est pas complètement aveugle je dirais, par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et donc la réalité, c'est que les attaquants, eux aussi, essayent de comprendre comment ils peuvent utiliser l'IA au sens large du terme pour améliorer leurs capacités et pour viser de plus en plus de victimes. Et donc sur les quelques cas que l'on observe aujourd'hui, je dirais qu'il faut raison garder aussi sur les mythes et légendes de l'utilisation de l'IA par les attaquants. C'est un point d'utilisation qui est les cas d'usage restent limités à des choses que l'on maîtrise et sur lesquelles on imagine ou on voit uniquement une amélioration des compétences, une accélération des compétences de l'attaquant. Et je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a pu observer nous ou en source ouverte, pas uniquement venant des recherches Google Cloud Security, mais aussi de sources ouvertes de presse ou d'autres éditeurs. Le premier cas d'usage de la malveillance, ou en tout cas le premier cas d'usage de l'IA pour des actes malveillants, c'est clairement, et c'est ce qui est apparu dès le début, tout ce qui est autour de l'ingénierie sociale, l'utilisation notamment de langage conversationnel pour améliorer la robotisation des campagnes d'hameçonnage, être capable de faire des mails ou des contenus multilingues avec une bonne grammaire, avec un bon texte, avec quelque chose qui va apporter de l'émotionnel vis-à-vis de la victime qui est ciblée. Et aujourd'hui, vous trouvez déjà sur les dark forums ou sur le dark web un certain nombre d'acteurs. Pardon, on est déjà mercredi, c'est un peu compliqué. Un certain nombre d'acteurs qui revendent ou qui vendent des services permettant de générer de manière automatisée ce type d'email que vous voyez ici, qui sont des campagnes de phishing.
Un autre cas que vous avez sûrement vu passer dans la presse, donc j'ai pris la coupure de presse sans faire de pub pour mes amis de chez TF1, mais j'ai pris la coupure de presse parce que c'est un bon exemple. On voit aussi beaucoup d'utilisation sur la notion de deepfake, et notamment si vous avez eu l'occasion de regarder cette fraude au président, avec donc je vous refais l'histoire en quelques mots, mais une invitation qui est tombée un soir, je crois de mémoire, un vendredi ou un dimanche soir, pour une réunion professionnelle, et un acteur malveillant qui a utilisé les deepfakes pour faire croire à la personne qui était dans la conférence qu'elle discutait avec des gens de son entreprise, et notamment son patron, et elle a été amenée, dans une notion d'ingénierie sociale, à faire un virement de 24 millions d'euros à quelqu'un qui n'avait rien à voir sur le sujet. Donc ça, c'est un des usages que l'on voit apparaître autour des deepfakes, et qui a, je dirais, un impact relativement croissant. Et puis on voit que d'un point de vue financier, pour la partie cybercriminelle, il y a un intérêt majeur, parce que quand on parle de 24 millions d'euros de fraude au président, on est plutôt sur des choses qui ont une ampleur assez importante. Je parlais tout à l'heure de la capacité du défenseur à utiliser l'IA pour l'accompagner et l'aider à mieux développer, à développer plus vite ou à commenter des développements. Bien évidemment, l'attaquant ou les attaquants ont la même imagination d'utilisation. Et donc aujourd'hui, on commence à voir aussi un certain nombre de moteurs mis à disposition qui permettent d'améliorer le code malveillant, ou de vendre des capacités de génération de code malveillant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître quasiment dès le début, avec cette idée de pouvoir aller plus vite pour l'attaquant dans le développement de son code, essayer de bypasser les technologies de protection somme toute classiques, même si d'un point de vue détection, on voit très bien aujourd'hui, notamment sur nos bases VirusTotal, que les détections sont plutôt hautes en termes de capacité de détection pour la partie de défense, et donc la résultante positive pour l'attaquant est pas vraiment clair. On n'est pas vraiment sûr qu'aujourd'hui il y a un gros avantage aux attaquants à utiliser ces méthodologies pour vraiment essayer de passer à travers les outils de sécurité qui sont développés sur le marché. Le dernier cas d'usage, qui est un cas d'usage qu'on le voit beaucoup aujourd'hui et dont on entend beaucoup parler, vous avez peut-être vu passer déjà pas mal d'informations qu'on a pu publier, que ce soit à travers le rapport qu'on a mis à disposition sur la guerre en Israël, ou que ce soit les différentes informations qu'on a diffusées sur des blogs plus récemment sur le groupe APT29, le groupe russe qui a visé des hommes politiques en Allemagne. On voit clairement l'utilisation de la GenAI sur des campagnes d'influence et de manipulation d'informations. Viginum a aussi publié beaucoup de contenu sur ces différents sujets de manière assez récente, et on voit très bien qu'aujourd'hui l'utilisation de l'IA pour influencer sur des images, sur de la vidéo, sur du texte, est quelque chose qui apparaît de plus en plus, et sur lequel un travail est nécessaire d'un point de vue aussi bien régulateur, et je redonnerai la main à Thibaut sur ce sujet-là dans quelques instants, que d'un point de vue éducation, grand public et entreprise, sur la maîtrise de l'information que l'on reçoit et sur la classification de l'information que l'on traite. Et ça, c'est clairement un des points sur le côté usage malveillant. Donc voilà, en quelques mots pour l'introduction, je dirais de mon côté, sur les côtés positifs de l'IA, et je réappuie vraiment là-dessus parce que j'ai envie de rester sur une note positive qui est celle de ça va nous aider dans beaucoup de choses, et on va être meilleur sur les différents sujets qu'on peut traiter. Il faut pas se cacher et se voiler la face sur l'utilisation de l'attaquant. Donc on est toujours dans la même philosophie, notamment chez Google, d'avoir cette approche de mieux comprendre les attaquants. Le renseignement et la threat intel est un élément clé pour comprendre les techniques, les outils, les procédures utilisées par les attaquants et mieux anticiper leurs usages. Et derrière, pour que ça se fasse, je dirais, dans un bon ordre et dans un bon concert, on a besoin et on doit avoir une régulation et une approche normée de la manière d'utiliser l'IA et de la manière de la déployer à l'intérieur des technologies ou à l'intérieur des entreprises. Et pour ça, on a aussi beaucoup de travaux, et Thibaut va vous donner un aperçu de tout ce qu'on fait sur ces sujets. Merci David. Donc en effet, alors bon, la technologie d'IA n'est pas toute récente, mais il y a eu quand même toute une emballée avec notamment l'IA générative, et les régulateurs se sont saisis du problème. Alors, vous avez sans doute entendu parler de l'IA Act au niveau européen, donc qui va nous donner un premier cadre juridique pour le développement et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle.
Alors, la genèse de l'IA Act a eu un peu longue, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu une phase de trilogue entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'UE, qui a été un peu longue et douloureuse. Mais voilà, depuis février, les États membres se sont mis d'accord et l'IA Act a été adopté le 13 mars, il me semble, par le Parlement européen. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce règlement. Je pense qu'un point fondamental, c'est son approche basée sur les risques. Vous avez des systèmes qui sont considérés comme quasiment sans risque, où il y aura quasiment aucune exigence, si ce n'est quelques orientations vraiment de très haut niveau. Ensuite, on va avoir des systèmes un petit peu plus risqués, par exemple les chatbots, la génération de texte, génération d'images, de vidéos, où les exigences vont être un peu plus strictes, notamment sur la transparence des modèles. Vous avez ensuite des IA qui sont considérés comme un risque, notamment tout ce qui va toucher les systèmes de sécurité et de sûreté. Je pense par exemple à tout ce qui est transport aérien, sécurité de l'énergie, appareils médicaux, où là on aura vraiment des exigences beaucoup plus strictes. Et enfin, un dernier cas, les cas d'usage où les IA seront interdites. C'est par exemple le cas de la reconnaissance biométrique en temps réel, du scoring social. Voilà. Donc là où on n'aura pas des systèmes subliminaux là qui travaillent sur l'inconscient, où là on n'aura pas où voilà, l'usage de l'IA sera vraiment interdite. Alors ensuite, il y avait le cas qui a pris beaucoup de place dans les discussions sur les modèles généraux, les modèles fondationnels. Donc là, il y a un critère qui est apparu dans le texte, c'est est-ce que c'est un modèle qui sera systémique ou pas systémique. Et le critère qui a été retenu, c'est la puissance de calcul nécessaire pour l'entraînement du modèle. Voilà, il y a un seuil qui a été déterminé et voilà, qui va classer ces modèles dans deux catégories et les modèles systémiques auront des exigences plus poussées. Alors évidemment, quand on parle réglementation, on a toujours cette arrière-pensée de dire comment est-ce qu'on va empêcher la réglementation de tuer l'innovation. Ça a été évoqué ce matin, pas par un intervenant. Et donc là, l'IA Act propose une réponse qui est les États membres, à la main des États membres, ils vont pouvoir créer ce qu'ils appellent des bacs à sable réglementaires, les fameuses sandboxes, pour qu'on puisse avoir de l'innovation et de la recherche dans le domaine de l'IA sans tomber dans trop de contraintes. Voilà. Donc voilà, c'est un premier aperçu sur CEAT. Il y a d'autres choses. Il y a par exemple la création d'un IA Office, un bureau européen de l'intelligence artificielle qui sera chargé de mettre en œuvre cette réglementation. Donc voilà. Alors, donc on l'a dit, c'est un règlement qui est basé sur les risques. Analyser les risques, on a l'habitude de le faire dans le monde de la cyber. Je pense que ça vous fait pas peur. Ça fait des années que l'on fait ça, qu'on analyse des risques, qu'on les quantifie, qu'on cherche des mesures pour diminuer leur impact, diminuer leur probabilité, qu'on analyse les risques résiduels. Et donc voilà, c'est vraiment cette même démarche qu'il va falloir avoir avec l'IA. Au-delà du contexte réglementaire, parce que on a parlé de ce texte européen, il y a des réflexions, il y a un executive order qui est en gestation aux États-Unis, il y a d'autres pays qui vont réglementer, mais au-delà vraiment de l'aspect strictement réglementaire, il faut aussi qu'on se pose la question, nous en tant que professionnels de la sécurité, comment est-ce qu'on va intégrer ces modèles et comment est-ce qu'on va intégrer ces applications basées sur l'IA dans une gouvernance de sécurité qui soit vraiment globale et cohérente. Alors, chez Google, on a publié il y a quelque temps un cadre de sécurité assez haut niveau qu'on appelle le SAIF, le Secure AI Framework, et qui aide justement les organisations à inclure ces réflexions sur l'IA dans une gouvernance plus générale. Alors, on n'est pas les seuls à travailler sur le sujet. Vous avez le NIST, l'organisme de standardisation américain, qui mène des travaux également de son côté.
Vous avez l'OWASP qui a sorti, je ne sais pas si vous avez vu ça, les top 10, hein, comme ils avaient sorti ça sur les applications web, la sécurité des applications web. Ils ont sorti un top 10 sur les vulnérabilités LLM. Vous avez MITRE qui a également sorti l'Atlas sur comment est-ce qu'on peut catégoriser les menaces qui vont s'appliquer sur les systèmes d'intelligence artificielle. Et je dirais au milieu de tout ça, il y a les entreprises, les organisations, les institutions publiques qui doivent elles-mêmes monter des équipes de sécurité qui vont essayer de tester la résistance, la robustesse de leur système d'IA. Le fameux IA Red Team. Alors, nous, chez Google, on s'est longtemps posé la question de savoir est-ce qu'il fallait qu'on fasse une équipe dédiée, est-ce qu'il fallait qu'on fusionne avec l'équipe d'IA de Red Team qui était existante. On a fait le choix d'avoir une équipe dédiée pour l'IA pour plusieurs raisons, et notamment sur la partie des compétences nécessaires. Il faut bien sûr avoir des compétences classiques de testeurs, de pentesters, mais aussi bien comprendre vraiment comment fonctionnent ces modèles et ces applications d'IA pour pouvoir être pertinent et rechercher vraiment les vulnérabilités. Et puis également pouvoir être capable de rechercher les menaces qui sont spécifiques à ces modèles d'IA. Donc, vous en avez entendu parler longuement, tout ce qui est empoisonnement des données, que ce soit des données d'entraînement, mais également des données de test, que ce soit les injections de prompts, que ce soit les vols de modèles, les vols de données, etc. Donc, toutes ces menaces qui sont vraiment spécifiques à l'IA. On vous a mis quelques exemples de publications. Encore une fois, on n'est pas les seuls à travailler sur le sujet. Vous retrouverez sur notre site des publications qui concernent ce cadre de sécurité SAIF et puis comment le mettre en œuvre concrètement dans une organisation. On a parlé également ce matin, ça a été évoqué par un intervenant, comment faire de l'IA des applications qui soient sécurisées par défaut, le by default et le by design. On réfléchit aussi à ces sujets-là. C'est vraiment, on va dire des travaux qui sont en cours. Faudra qu'on aille plus loin, arriver à certifier certainement la sécurité des modèles d'IA, travailler sur la transparence des modèles. Alors on a déjà des idées, se faire des cartes de modèles qui expliquent comment est-ce qu'ils fonctionnent. Mais il faudra poursuivre cet effort. Et puis évidemment comment les équipes Red Team internes peuvent aider à la sécurisation de ces modèles. Tu veux que je conclue ? Allez, pour conclure, donc comme on a un temps qui est relativement limité, l'avantage que l'on a, c'est que Thibaut, moi-même et le reste des équipes, on est présents là toute la semaine, donc sur le stand F5. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez aller un peu plus loin dans les discussions, n'hésitez pas. Ce avec quoi on voulait vous laisser, c'est vraiment cette idée de se dire, c'est une très bonne nouvelle, malgré tout ce qu'on peut entendre et imaginer, il y a des bonnes nouvelles et c'en est une. Deux, on peut travailler communément et globalement, nous, mais aussi nos confrères et nos clients, sur la cartographie et la régulation autour de l'utilisation. Et ça, c'est des sujets sur lesquels on publie beaucoup. N'hésitez pas à aller regarder, lire ce qui a été publié et à revenir aussi avec vos commentaires. On est dans un partage et dans un échange d'informations. Et donc, on aura plaisir à pouvoir en discuter avec vous. On vous remercie encore pour votre temps aujourd'hui. On va laisser la place aux prochains intervenants. Et merci à Thibaut d'avoir présenté aussi avec moi. Un grand merci. Merci à vous.